maman Thérèse est morte. Et elle n'a rien laissé. Rien du tout. Même pas de quoi payer le cercueil. C'est ce que la famille Ouédraogo a cru pendant exactement 11 jours. 11 jours avant que le notaire ne les convoque. 11 jours avant que la vérité ne leur explose au visage comme une gifle venue de l'au-delà. Si cette histoire te touche, abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques minutes. Maman Thérèse vivait à Douala, dans le quartier Bonabéry. Pas dans les belles rues goudronnées du côté du pont. Non. Elle vivait dans une petite maison en parpaing, au fond d'une ruelle où même les mototaxis hésitaient à s'aventurer quand il pleuvait. La maison avait 2 pièces. Un salon, qui servait aussi de chambre, et une cuisine sans porte, avec un réchaud à gaz si vieux que la flamme tremblait comme une bougie. Maman Thérèse avait 78 ans quand elle est morte. 78 ans de vie. Et si vous aviez demandé à n'importe qui dans le quartier, on vous aurait dit la même chose. Cette femme n'avait rien. Absolument rien. Elle portait le même pagne délavé 3 jours sur 7. Ses chaussures, des sandales en plastique, étaient recollées au moins 4 fois avec de la colle superglue. Elle ne prenait jamais de taxi. Elle marchait. Partout. Même quand le soleil de Douala tapait si fort que l'asphalte fondait sous les pieds. Ses voisins la connaissaient bien. Les femmes du marché la saluaient. Les enfants du quartier l'appelaient grand-mère Thérèse, même ceux qui n'avaient aucun lien de sang avec elle. Mais sa propre famille, ses 4 enfants, ne venaient presque jamais la voir. Il y avait Fabrice, l'aîné, 52 ans, fonctionnaire au ministère des Finances à Yaoundé. 2 voitures, une maison à Bastos. Fabrice appelait sa mère 1 fois par mois, parfois 2. Mais il ne venait à Douala que pour Noël, et encore pas chaque année. Il y avait Nadège, la 2e, 49 ans, commerçante au marché Mbopi. Elle vivait à Douala, à 20 minutes en taxi de sa mère. 20 minutes. Mais elle n'y allait qu'1 fois tous les 2 mois, toujours pressée, toujours en retard pour autre chose. Il y avait Étienne, le 3e, 45 ans, mécanicien. Celui-là, il venait. Mais pas pour prendre des nouvelles. Il venait pour demander de l'argent. Chaque visite commençait par « Maman, j'ai un problème ». Et chaque visite se terminait par un billet de 5000 francs CFA que maman Thérèse sortait de son pagne en soupirant. Et puis, il y avait Mariette, la petite dernière, 40 ans. Mariette vivait au Gabon. Elle envoyait un message vocal sur WhatsApp 1 fois par semaine. Toujours le même. « Maman, ça va ? Ici, ça va. Les enfants grandissent. On prie pour toi. Bisous. » 4 enfants. Et pas un seul ne savait vraiment comment leur mère vivait au quotidien. Pas un seul ne savait qu'elle mangeait du riz blanc sans sauce certains soirs parce qu'elle n'avait pas envie de cuisiner pour elle seule. Pas un seul ne savait que le robinet de sa cuisine fuyait depuis 3 mois et qu'elle mettait un seau en dessous la nuit. Pas un seul ne savait que c'était un petit garçon de 12 ans, le fils de la voisine, qui lui apportait à manger presque chaque jour. Ce garçon s'appelait Petit Jean. Petit Jean vivait avec sa mère, maman Colette, dans la maison d'à côté. Maman Colette vendait du beignet haricot au bord de la route. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais chaque midi, elle préparait une assiette en plus. Et c'est Petit Jean qui la portait chez grand-mère Thérèse. Chaque jour, sans exception, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Il toquait à la porte, il entrait, il posait la petite assiette en plastique bleu, toujours la même assiette, sur la table. Et il restait. Il restait parce que maman Thérèse lui racontait des histoires.
des histoires de son enfance au village, de son mari défunt, de la fois où elle avait traversé le Wouri à la nage quand elle avait 15 ans. Il restait parce qu'elle lui apprenait à lire. Petit Jean avait quitté l'école à 10 ans. Sa mère n'avait plus les moyens de payer les frais. Mais maman Thérèse avait un vieux manuel de lecture, les pages jaunies, la couverture déchirée. Et chaque après-midi, entre 13h et 15h, elle faisait lire Petit Jean, syllabe par syllabe, mot par mot. Elle corrigeait sa prononciation, elle lui expliquait les mots difficiles. Elle lui faisait écrire des phrases dans un cahier que personne ne lui avait acheté. Elle l'avait trouvé à moitié utilisé dans un tas d'ordures près du marché. Petit Jean ne savait pas que maman Thérèse était pauvre ou riche. Pour lui, elle était simplement grand-mère. La seule personne qui avait le temps de s'asseoir avec lui. Ce que personne ne savait, c'est que maman Thérèse, elle aussi, écrivait. Pas dans le cahier de Petit Jean, dans un autre cahier. Un cahier à couverture noire qu'elle gardait sous son matelas. Mais le pire restait à venir. Parlons de la façon dont la famille traitait maman Thérèse. Chaque année, au mois de décembre, la famille Ouédraogo se réunissait à Douala pour les fêtes. Fabrice arrivait de Yaoundé dans sa belle voiture. Nadège fermait son stand au marché pour 3 jours. Étienne venait avec sa femme et ses enfants. Mariette envoyait un peu d'argent depuis le Gabon, quand elle y pensait. Et pendant ces réunions, maman Thérèse devenait invisible. On parlait d'elle comme si elle n'était pas dans la pièce. Fabrice disait « Il faudrait quand même repeindre cette maison, c'est une honte. » Nadège répondait « C'est pas mon problème, moi je paye déjà l'électricité. » Étienne ne disait rien. Il mangeait. Un Noël, 2 ans avant la mort de maman Thérèse, Fabrice avait proposé de la mettre dans une maison de retraite. Il avait dit « Maman vieillit. Elle ne peut plus rester seule ici. Et si elle tombe? Et si elle se blesse? On ne peut pas être là tout le temps. » Maman Thérèse était assise dans son fauteuil, celui dont le tissu était usé jusqu'à la mousse. Elle avait écouté son fils parler d'elle comme on parle d'un meuble encombrant. Et elle avait dit, d'une voix calme, « Je ne suis pas encore morte, Fabrice. Et quand je mourrai chez moi. » Nadège avait levé les yeux au ciel. Étienne avait pris un autre morceau de ndolé. Et le sujet avait été clos. Mais ce que Fabrice ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que maman Thérèse n'avait pas toujours été pauvre. Remontons dans le temps. Maman Thérèse avait été institutrice pendant 35 ans. Elle avait enseigné dans une école primaire publique à Bonabéry. 35 ans devant un tableau noir. 35 ans à apprendre à des enfants à lire, à compter, à écrire leurs noms. Son salaire n'avait jamais été énorme. Mais maman Thérèse avait une qualité que ses enfants n'avaient jamais héritée: la discipline. Chaque mois, depuis l'âge de 30 ans, elle mettait de côté une partie de son salaire. Pas beaucoup, 10%, parfois 15%, parfois seulement 5 000 francs CFA, mais chaque mois, sans exception. Elle avait aussi participé à une tontine avec les femmes du quartier pendant 20 ans. Chaque cycle, elle investissait sa part. Pas dans des pagnes ou des fêtes, dans un compte d'épargne à la Société Générale de Douala. Un compte que personne ne connaissait. Quand son mari, papa Théodore, était mort il y a 20 ans, maman Thérèse avait touché une petite pension. Et cette pension aussi, elle l'avait mise de côté.
Pendant 48 ans, cette femme avait épargné. 48 ans de discipline, de riz blanc sans sauce, de sandales recollées, de pagnes délavés. Et sur ce compte, au jour de sa mort, il y avait exactement 47 millions de francs CFA. 47 millions. Si seulement ses enfants avaient su ce qui les attendait. Mais revenons au présent. Revenons au moment où maman Thérèse est tombée malade. C'était en janvier, la saison sèche. L'harmattan soufflait sur Douala, sec et poussiéreux. Maman Thérèse a commencé à tousser. Une toux sèche, persistante. Puis la fièvre est venue. Petit Jean a été le premier à s'en rendre compte. Il est arrivé un mardi avec l'assiette bleue. Il a trouvé maman Thérèse couchée sur son lit, le visage brillant de sueur. Il a dit « Grand-mère, tu es malade ?» Elle a répondu « Ce n'est rien, mon petit, juste la poussière. » Mais ce n'était pas la poussière. Le soir, maman Colette est venue. Elle a touché le front de maman Thérèse, brûlant. Elle a dit « Maman, il faut aller à l'hôpital. » Maman Thérèse a refusé. Elle a dit « Appelle Nadège. » Maman Colette a appelé Nadège. Nadège a décroché à la 3e sonnerie. Maman Colette a expliqué « Votre mère est malade, elle a beaucoup de fièvre. » Nadège a répondu « Donnez-lui du paracétamol, je passerai demain. » Demain est devenu après-demain. Après-demain est devenu la semaine prochaine. Nadège n'est pas venue. Maman Colette a rappelé. Cette fois, elle a essayé Fabrice. Fabrice a dit « Je suis à Yaoundé, je ne peux pas me déplacer pour une fièvre. Emmenez-la au dispensaire, je rembourserai. » Il n'a jamais remboursé. C'est maman Colette qui a emmené maman Thérèse au dispensaire de Bonaberry. C'est maman Colette qui a payé la consultation. 8000 francs CFA. C'est maman Colette qui a acheté les médicaments. Le médecin a dit « C'est une pneumonie. À son âge, c'est sérieux. Il faut qu'elle soit suivie. » Pendant 3 semaines, c'est Petit Jean et sa mère qui ont soigné maman Thérèse. Petit Jean lui apportait ses médicaments le matin, il lui préparait du thé, il restait assis près d'elle pendant qu'elle dormait. Un soir, maman Thérèse a pris la main de Petit Jean. Elle l'a regardé avec des yeux brillants. Et elle a dit « Tu sais, mon petit, la richesse n'est pas dans la poche. Elle est dans le cœur de celui qui donne sans compter. » Petit Jean n'a pas compris. Il avait 12 ans. Il a juste serré la main de la vieille femme. Retenez bien ce moment. Il va devenir très important. Maman Thérèse a guéri. Mais quelque chose avait changé en elle. Après cette maladie, elle est devenue plus silencieuse, plus souvent assise dans son fauteuil, le regard perdu par la fenêtre. Et surtout, elle écrivait davantage dans le cahier noir. Chaque soir, après le départ de Petit Jean, elle sortait le cahier de sous le matelas. Elle mettait ses lunettes, celles dont une branche était remplacée par un morceau de fil de fer, et elle écrivait. Des pages entières, d'une écriture serrée, appliquée, l'écriture d'une institutrice. Personne ne lui a jamais demandé ce qu'elle écrivait. Puis, il y a eu l'incident du terrain. Maman Thérèse possédait un petit terrain dans le quartier Mekpi, un terrain de 200 mètres carrés que papa Théodore avait acheté dans les années 70. Le titre foncier était au nom de maman Thérèse. Un jour, Fabrice a appelé. Il a dit « Maman, j'ai un ami qui veut acheter le terrain de Mekpi.
Il propose 8 millions. C'est une bonne affaire. Signe les papiers, je m'occupe de tout, maman Thérèse a dit. Non. Fabrice a insisté. Il a dit « Maman, tu ne fais rien de ce terrain. Il est là, vide, les herbes poussent. 8 millions, c'est de l'argent. Tu pourras refaire ta toiture. » Maman Thérèse a répété « Non, ce terrain n'est pas à vendre. » Alors Fabrice a changé de ton. Il a dit « Maman, sois raisonnable. Tu vis dans cette maison qui tombe en ruine. Tu n'as pas d'argent. Tu comptes sur la charité de la voisine pour manger. Et tu refuses 8 millions ? C'est de la folie. » Ce jour-là, maman Thérèse n'a rien dit. Elle a raccroché le téléphone. Elle s'est assise dans son fauteuil et elle a regardé par la fenêtre pendant longtemps. Le soir, elle a ouvert le cahier noir et elle a écrit quelque chose. Une seule phrase, soulignée 2 fois. Vous vous demandez sûrement ce qu'elle a écrit. La réponse va vous surprendre. 2 mois plus tard, Fabrice est quand même venu à Douala. Mais pas pour voir sa mère, pour voir le terrain. Il a amené un géomètre, il a pris des photos. Il a dit à Nadège « Il faut convaincre maman. Si elle ne veut pas vendre, on peut au moins construire dessus. J'ai un projet. » Nadège a dit « Fais ce que tu veux, mais ne me mêle pas à tes histoires. » Étienne, lui, a vu une opportunité. Il est allé voir maman Thérèse. Il a dit « Maman, tu sais, Fabrice a raison. Ce terrain, il faut en faire quelque chose. Et moi, je pourrais construire un petit atelier de mécanique dessus. Comme ça, je serais juste à côté de toi. Je pourrais m'occuper de toi. » Maman Thérèse a regardé son fils. Cet homme de 45 ans qui ne venait la voir que pour demander de l'argent. Cet homme qui n'avait pas fait un pas quand elle avait failli mourir de pneumonie. Elle a dit « Étienne, la dernière fois que tu es venu ici sans me demander quelque chose, c'était le jour de l'enterrement de ton père. » Étienne est parti, sans un mot. Et ce n'était que le début. 2 mois après cette visite, maman Thérèse a fait quelque chose que personne ne soupçonnait. Elle est sortie de chez elle un matin, habillée un peu mieux que d'habitude. Un pagne propre, un foulard bien noué. Elle a pris un taxi, fait rarissime, jusqu'au centre-ville de Douala. Elle est entrée dans un cabinet de notaire sur le boulevard de la Liberté. Elle y est restée 2 heures. Quand elle est sortie, elle marchait droit, le dos raide, le regard clair. Elle avait dans son sac un document qu'elle a glissé dans une enveloppe marron. Le lendemain, elle est retournée à la banque, à la Société Générale. Elle y est restée 1 heure. Elle a posé des questions, elle a signé des papiers. La conseillère bancaire, une jeune femme en tailleur, l'a raccompagnée jusqu'à la porte en l'appelant Madame Ouedraogo. Puis maman Thérèse est rentrée chez elle. Elle a remis son vieux pagne, ses sandales recollées, et quand Petit Jean est arrivé avec l'assiette bleue, elle lui a souri comme d'habitude. Elle ne lui a rien dit, rien du tout. Mais ce soir-là, elle a écrit dans le cahier noir pendant 3 heures. Et à la dernière page, elle a glissé une photo. Une vieille photo en noir et blanc, écornée, d'une jeune femme devant un tableau noir, entourée d'enfants. Elle, 30 ans plus tôt. Les mois ont passé. Maman Thérèse continuait sa vie. Le riz blanc, le fauteuil usé, les leçons de lecture avec Petit Jean, les histoires du village, l'assiette bleue. Et puis un matin d'octobre, Petit Jean est venu toquer à la porte. Il a toqué 1 fois, 2 fois,
3 fois. Pas de réponse. Il a poussé la porte. Elle n'était pas fermée à clé. Elle ne l'était jamais. Maman Thérèse était dans son lit, les yeux fermés, les mains croisées sur la poitrine, comme si elle s'était préparée. Elle était morte dans la nuit. Petit Jean est resté debout dans l'encadrement de la porte. Il n'a pas crié, il n'a pas couru chercher sa mère. Il est resté là, immobile, les pieds nus sur le sol en ciment. Et pour la première fois de sa vie, il a compris ce que c'était que le silence. Pas le silence de l'absence de bruit, le silence de l'absence de quelqu'un. C'est maman Colette qui a prévenu les enfants. Fabrice a dit « J'arrive demain, préparez tout pour la veillée ». Nadège a dit « Mon Dieu ». Puis elle a demandé « Est-ce qu'elle avait une assurance décès ?» Étienne n'a pas décroché le téléphone. Il a rappelé le lendemain. Mariette, depuis le Gabon, a envoyé un message vocal sur WhatsApp. Elle pleurait. Elle disait « Je n'ai même pas pu la voir une dernière fois ». La veillée a eu lieu dans la cour de la petite maison. Les voisins sont venus, les femmes du marché, les anciens collègues de l'école. Petit Jean était assis dans un coin, l'assiette bleue sur les genoux. Il ne l'avait pas lavé depuis la veille. Il y avait encore des grains de riz collés au fond. Pendant la veillée, Fabrice a pris les choses en main. Il a dit « Il faut organiser un bel enterrement. Maman mérite ça. Quelqu'un a-t-il trouvé de l'argent dans la maison ?» Nadège a fouillé. Elle a trouvé dans le tiroir de la commode 12 000 francs CFA. Un vieux livret de caisse d'épargne avec un solde de 115 000 francs. Et un reçu de la pharmacie. Fabrice a secoué la tête. Il a dit « C'est tout ? 12 000 francs ? Comment on va payer le cercueil ?» Et c'est ce moment précis que le téléphone de Nadège a sonné. Un numéro inconnu. Nadège a hésité. Elle a décroché. Une voix. « Bonjour, je suis maître Kamdem, notaire à Douala. Je souhaite parler à un membre de la famille Ouedraogo. Votre mère, Madame Thérèse Ouedraogo, m'a confié un document il y a 6 mois. Un testament. Je souhaite convoquer la famille pour la lecture. » Nadège a failli lâcher le téléphone. Elle a dit « Un testament ? Maman avait un testament ?» Fabrice a entendu. Il s'est retourné. Son visage a changé. Et dans ses yeux, quelque chose s'est allumé. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ou à de l'avidité. La frontière entre les deux est parfois très mince. L'enterrement a eu lieu un samedi. Simple, digne. L'église de Bonaberry était à moitié pleine. Le pasteur a dit des mots gentils. Fabrice a fait un discours. Il a dit « Maman était une femme courageuse, une femme de valeur, une femme qui a tout donné pour ses enfants. » Dans l'assistance, maman Colette a serré les lèvres. Elle n'a rien dit. Mais ses yeux parlaient. Petit Jean, lui, portait une chemise blanche trop grande pour lui. Il regardait le cercueil. Il ne pleurait pas. Il tenait quelque chose dans sa main. Un petit morceau de papier. Un mot que maman Thérèse lui avait donné un jour. Il disait simplement « Continue à lire, mon petit. Les livres ne trahissent jamais. » 3 jours après l'enterrement, la famille s'est retrouvée dans le cabinet du notaire. Maître Kamdem était un homme sec, la cinquantaine, lunettes rectangulaires, costume gris. Son bureau sentait le bois verni et le papier ancien. Ils étaient tous là.
Fabrice en costume, Nadège en grand boubou, Étienne en jean et polo. Mariette était venue du Gabon spécialement. Elle n'était pas venue pour la maladie, mais pour le testament. Elle avait trouvé un billet d'avion. Et dans un coin, parce que maman Colette avait insisté, il y avait Petit Jean. Fabrice l'avait regardé et avait dit « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin ?» Maman Colette avait répondu « Le notaire a demandé sa présence. » Fabrice avait froncé les sourcils, mais n'avait rien ajouté. Maître Camdem a ouvert le dossier. Il a mis ses lunettes et il a commencé à lire. Ce que je vais vous lire est le testament holographe de Madame Thérèse Ouédraogo, née Mbouda. Rédigé de sa main, daté du 14 mai de cette année, déposé en mon étude le 16 mai, conforme aux dispositions légales en vigueur. Le silence dans la pièce était épais comme du ciment frais. Il a lu. Moi, Thérèse Ouédraogo, saine de corps et d'esprit, déclare ceci comme mes dernières volontés. Premièrement, je possède un compte d'épargne à la Société Générale de Douala, numéro que le notaire conserve. Le solde à la date de rédaction est de 47 320 000 francs CFA. Fabrice a sursauté. 47 millions ? Le mot a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Nadège a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Étienne a regardé ses frères et sœurs, puis le notaire, puis le plafond, comme s'il cherchait une caméra cachée. Mariette a murmuré. « C'est impossible. Maman n'avait rien. » Maître Camdem a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Il a dit « Puis-je continuer ?» Il a continué. Deuxièmement, mon terrain de Maképé, titre foncier numéro que le notaire conserve, d'une superficie de 200 mètres carrés. Fabrice s'est redressé. Le terrain. Son terrain. Celui qu'il voulait vendre. Troisièmement, ma maison de Bonabéry, acquise avec feu mon époux Théodore Ouédraogo en 1980. Maître Camdem a tourné la page. Et ce qui a suivi a changé l'atmosphère de la pièce comme un orage change le ciel. Je lègue la totalité de mon compte d'épargne, soit 47 320 000 francs CFA, au jeune Jean Ntamak, fils de Colette Ntamak, né le 3 mars 2013, domicilié à Bonabéry. Le silence. Puis le chaos. Fabrice s'est levé d'un bond. Il a crié. « C'est une plaisanterie. C'est le fils de la voisine. C'était même pas de la famille. » Nadège a crié. « Ce testament est faux. Maman n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un l'a manipulé. » Étienne a frappé du poing sur le bureau. Il a dit « Ce gamin-là, il a profité d'une vieille femme. Lui et sa mère. Ce sont des escrocs. » Mariette pleurait. Mais Maître Camdem n'avait pas terminé. Il a levé la main, il a attendu que le bruit retombe, et il a lu la suite. Je lègue mon terrain de Maképé à Colette Ntamak, afin qu'elle puisse y construire un logement pour sa famille. Je lègue ma maison de Bonabéry à la commune pour en faire un lieu de lecture pour les enfants du quartier. À mes enfants, Fabrice, Nadège, Étienne et Mariette, je laisse ce cahier. Il a posé sur le bureau un cahier à couverture noire. Puis, il a lu les dernières lignes du testament. Mes enfants, je ne vous laisse pas d'argent, non pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime, mais l'amour ne s'achète pas.
et l'amour se prouve par les actes. Pendant 20 ans, j'ai attendu. J'ai attendu un appel qui n'était pas pour demander de l'argent. J'ai attendu une visite qui n'était pas pour voir le terrain. J'ai attendu un repas apporté par mes propres enfants. C'est un enfant de 12 ans, le fils de ma voisine, qui m'a nourri, qui m'a tenu la main quand j'étais malade, qui est resté assis avec moi quand le monde entier m'avait oublié. C'est sa mère, une vendeuse de beignets, qui a payé mes médicaments pendant que mon fils fonctionnaire refusait de quitter Yaoundé. Le cahier que je vous laisse contient 20 ans de ma vie. Lisez-le. Peut-être comprendrez-vous. Et peut-être qu'un jour, quand vos propres enfants vous demanderont pourquoi grand-mère Thérèse a donné son héritage à un petit garçon, vous aurez le courage de leur dire la vérité. La vérité, c'est que la richesse va là où l'amour est allé d'abord. Maître Kamdem a posé les papiers. Il a enlevé ses lunettes et il a dit « Le testament est valide ». Madame Ouedraogo avait toutes ses facultés. J'ai moi-même vérifié sa capacité avant de recevoir le document. Petit Jean, dans son coin, ne comprenait pas tout. Il avait 12 ans. 47 millions, pour lui, c'était un nombre abstrait, comme les distances entre les planètes. Mais il avait compris une chose. Grand-mère Thérèse avait pensé à lui, même après la mort. Il a regardé maman Colette. Elle avait les larmes aux yeux. Elle tremblait. Fabrice a essayé de parler. Il a dit « Maître, il doit y avoir un recours. On peut contester. Notre mère était âgée, fragile. Ce garçon et sa mère l'ont influencé. » Maître Kamdem a répondu « Votre mère a rédigé ce testament 6 mois avant sa mort. Elle est venue seule. Elle a écrit chaque mot de sa main. L'écriture a été authentifiée. Et elle a ajouté une note personnelle pour moi, que je ne suis pas tenue de vous lire, mais dans laquelle elle anticipe précisément cette accusation. » Il a marqué une pause. Puis il a dit « Elle a écrit, et je cite ces mots exacts, « Mes enfants diront que j'ai été manipulée. Ils diront cela parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une vieille femme ait pu aimer ailleurs ce qu'elle n'a pas reçu chez elle. » Nadège s'est effondrée sur sa chaise. Étienne a quitté la pièce. Fabrice est resté debout, les poings serrés, la mâchoire crispée. Mariette, elle, a pris le cahier noir. Elle l'a ouvert. Et elle a commencé à lire. Les semaines qui ont suivi ont été un tremblement de terre silencieux. Fabrice a engagé un avocat. Il a déposé un recours contre le testament. L'avocat a étudié le dossier pendant 2 semaines et l'a rappelé. Il a dit « Monsieur Ouedraogo, je vais être honnête avec vous. Ce testament est inattaquable. Votre mère a pris toutes les précautions. Elle a même fait constater son état de santé mentale par un médecin 1 semaine avant le dépôt. Il y a un certificat médical au dossier. » Fabrice a raccroché sans dire au revoir. Nadège, elle, a fait le tour du quartier. Elle a parlé aux voisins, aux femmes du marché, aux anciens. Elle posait la même question. Est-ce que maman Colette et son fils venaient souvent chez ma mère ? Est-ce qu'ils lui demandaient quelque chose ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de bizarre ? Les réponses ont été unanimes. Et elles ont fait plus mal que le testament lui-même. Une vieille femme du quartier a dit « Bizarre ? Ce qui était bizarre, ma fille, c'est que ce petit garçon nourrissait ta mère tous les jours. Tous les jours.
Et toi, tu vis à 20 minutes. Une commerçante du marché Mbopi a dit « Ta mère venait acheter du poisson séché 1 fois par semaine, toujours le moins cher. Et toi, je te vois acheter du poisson frais pour tes clients chaque matin. Tu ne lui en as jamais apporté. » Nadège est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte et elle a pleuré. Pas de colère, de honte. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y avait dans le cahier noir. Mariette l'a lu en entier. Puis elle l'a fait lire à Fabrice. Puis à Nadège. Étienne a refusé de le toucher pendant 1 mois. Puis une nuit, seul chez lui, il l'a ouvert. Le cahier contenait 20 ans de la vie de maman Thérèse. Mais pas comme un journal intime ordinaire. C'était un registre précis, méthodique, comme seule une institutrice pouvait en tenir. Chaque page était datée, et chaque entrée suivait le même format. Date, qui est venu, ce qu'on a dit, ce qu'on a demandé, ce qu'on a donné, ce qu'on a pris. 3 février 2005. Étienne est venu. Il a dit qu'il avait besoin de 50 000 francs pour réparer son atelier. Je lui ai donné 30 000. Il n'a pas demandé comment j'allais. 22 juin 2008. Appel de Fabrice. Il veut que je signe une procuration pour le terrain. J'ai refusé. Il a raccroché. 14 décembre 2010. Réunion de Noël. Nadège a dit devant tout le monde « Maman, tu devrais te laver plus souvent, tu sens la vieillesse. » Les enfants ont ri. Personne n'a rien dit. 7 mars 2015. Anniversaire de la mort de Théodore. Aucun de mes enfants n'a appelé. Petit Jean m'a apporté des beignets. Et entre ces entrées, parfois, des réflexions. Des pensées d'une femme seule qui regardait la vie passer depuis son fauteuil usé. Je me demande parfois si mes enfants m'aiment ou s'ils aiment l'idée d'avoir une mère. Parce que l'idée d'une mère ne demande pas de temps. Elle ne tousse pas la nuit. Elle n'a pas faim à midi. Petit Jean m'a demandé aujourd'hui pourquoi je vivais seule. Je lui ai répondu « Je ne vis pas seul, mon petit. Tu es là. » Il a souri. Ce sourire vaut tous les comptes en banque du monde. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. L'argent ira là où l'amour a été. C'est la seule logique qui existe. Quand les enfants Ouedraogo ont fini de lire le cahier, quelque chose s'est brisé entre eux. Pas seulement la colère ou la déception. Quelque chose de plus profond. La certitude qu'ils avaient été de bons enfants. Cette certitude, ils l'avaient portée toute leur vie comme un vêtement confortable. Et maman Thérèse, depuis sa tombe, venait de leur arracher. Les mois qui ont suivi ont confirmé la leçon. Fabrice, à Yaoundé, a commencé à perdre pied. Pas financièrement, il gagnait toujours bien sa vie, mais socialement. L'histoire s'était répandue. Les groupes WhatsApp de la diaspora camerounaise avaient fait leur travail. On se passait l'histoire en messages vocaux de 3 minutes. On l'avait même raconté dans une émission de radio communautaire. Les collègues de Fabrice au ministère le regardaient différemment. Un jour, lors d'une réunion, un collègue a dit en riant « Attention, ne soyez pas comme Fabrice, sinon votre mère donnera tout à la voisine. » Tout le monde a ri, sauf Fabrice. Nadège, au marché Mbopi, a vécu la même chose. Les femmes chuchotaient quand elles passaient. Une cliente fidèle lui a dit un jour « Nadège,
Tu vends le meilleur poisson de Douala. Dommage que tu n'en aies jamais porté à ta mère. » Nadège a baissé les yeux. Elle n'a rien répondu. Étienne a arrêté de venir à Bonaberry. Il avait trop honte. Mariette est retournée au Gabon. Mais avant de partir, elle a fait quelque chose. Elle est allée voir Petit Jean et maman Colette. Elle a toqué à leur porte. Maman Colette a ouvert, méfiante. Mariette a dit « Je ne viens pas pour me battre. Je viens pour dire merci. Merci d'avoir pris soin de ma mère. Merci de lui avoir donné ce que nous ne lui avons pas donné. » Maman Colette l'a regardée longtemps. Puis elle a dit « Entre, je vais te servir du thé. » Elles sont restées assises ensemble pendant 2 heures. Mariette a pleuré. Maman Colette l'a écoutée. Avant de partir, Mariette a demandé « Est-ce que je peux voir l'assiette ? L'assiette bleue ?» Maman Colette est allée la chercher. C'était une assiette en plastique ordinaire, bleue, un peu éraflée, avec un petit éclat sur le bord. Mariette l'a tenue dans ses mains. Elle l'a retournée et elle a dit « Cette assiette a plus de valeur que tout ce que nous avons jamais donné à maman. » 2 ans ont passé. Petit Jean a maintenant 14 ans. L'argent de maman Thérèse a été placé dans un fonds géré par le notaire, avec des versements réguliers pour l'éducation du garçon. Petit Jean est retourné à l'école. Il est en classe de 5e. Il est premier de sa classe en français. Il porte encore l'assiette bleue. Pas à maman Thérèse, elle n'est plus là. Mais à une autre vieille femme du quartier, maman Berthe, qui vit seule depuis que ses enfants sont partis à l'étranger. Chaque midi, il fait la même chose. Il prend l'assiette, il la remplit, il traverse la ruelle, il toque, il entre, il pose l'assiette sur la table et il reste. Maman Colette a utilisé le terrain de Make-Pee, pas pour construire une grande maison. Elle a construit 2 pièces, simples, propres, avec un toit en tôle neuve et un petit espace devant pour vendre ses beignets. Le matin, quand le soleil se lève sur Douala, on peut la voir devant son réchaud, les mains dans la pâte, le visage calme. La maison de maman Thérèse, elle, a été transformée. La commune a tenu sa promesse. On a repeint les murs, on a installé des étagères, on a posé un panneau au-dessus de la porte. Centre de lecture Thérèse Ouédraogo. Les enfants du quartier viennent lire l'après-midi. Il y a des livres que des donateurs ont envoyés après que l'histoire a circulé. Il y a le vieux manuel de lecture de maman Thérèse, celui aux pages jaunies, exposé dans un cadre derrière un verre. Et dans un coin de la salle, sur une petite étagère, il y a une photo. Une vieille photo en noir et blanc, écornée, d'une jeune femme devant un tableau noir entourée d'enfants. La même photo que maman Thérèse avait glissée dans le cahier noir. Petit Jean passe souvent. Il entre, il regarde la photo, il sourit et il repart. Fabrice est venu une fois, un dimanche matin, seul. Il a poussé la porte du centre de lecture, il a regardé les murs repeints, les livres, les enfants assis par terre qui lisaient. Il a vu la photo de sa mère. Il est resté debout, immobile, pendant 5 minutes. Puis il a fait demi-tour et il est parti. On dit qu'en rentrant dans sa voiture, il a pleuré.
mais personne n'a vu ses larmes. Et peut-être que c'est mieux ainsi, parce que certaines larmes ne sont pas faites pour être consolées. Elles sont faites pour être comprises. Il y a une dernière chose. Le cahier noir, celui que maman Thérèse avait laissé à ses enfants, contenait une dernière page. Une page que Mariette avait trouvée en le relisant pour la 3e fois. C'était la page que maman Thérèse avait écrite le soir où Fabrice avait voulu lui acheter le terrain. La phrase soulignée 2 fois. Elle disait « On ne peut pas acheter ce qui a déjà été donné gratuitement ». Cette phrase, Petit Jean ne l'a jamais lue. Il ne sait même pas qu'elle existe. Mais chaque jour, sans le savoir, il la vit. Cette histoire est terminée, mais la question qu'elle pose ne l'est pas. Qui nourrit vos parents aujourd'hui ? Qui s'assoit avec eux quand le monde tourne ? Qui leur apporte l'assiette bleue ? Parce que la richesse, la vraie, celle que maman Thérèse a comprise depuis son fauteuil usé, cette richesse-là ne se compte pas en millions. Elle se compte en présence, en temps donné, en assiette portée. L'héritage le plus précieux qu'un être humain puisse laisser, ce n'est pas l'argent. C'est la preuve que quelqu'un l'a aimé assez pour rester. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Laisse un commentaire. Dis-moi, qu'aurais-tu fait à la place des enfants de maman Thérèse ? Et abonne-toi, parce que la prochaine histoire sera tout aussi forte. On se retrouve bientôt.